Je voudrais commencer par remercier la Société tunisienne de gynéco et obstétrique de m'avoir associée à cette journée du pré-congrès. Alors moi, je suis radiologue à la RAPTA. J'ai la chance de faire beaucoup d'imagerie de la femme en collaboration avec mes collègues du Centre de maternité de Tunis. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'imagerie de l'endométriose. Donc j'ai choisi d'intituler ce cours Imagerie sous-marine et vous allez comprendre par la suite pourquoi. La définition, vous la connaissez. Donc l'endométriose, c'est l'ectopie de l'endomètre en dehors de la cavité utérine, le myomètre étant inclus dans les définitions, c'est l'adénomiose. Et c'est un véritable enjeu de santé publique comme elle touche près de 10% des femmes et des filles en âge de procréer à l'échelle mondiale, selon le dernier rapport de l'OMS en 2021. Donc, pour la petite histoire, elle a déjà été décrite sur des papyrus chez les Égyptiens. Donc, mon collègue, il a déjà montré le papyrus en question. Donc, Rokitansky est le premier à en décrire les symptômes en 1860, et c'est le gynécologue américain John Sampson qui a exposé la théorie du reflux, qui est encore la théorie la plus retenue, malgré que la pathologie de l'endométriose elle est multifactorielle. Donc, avant de passer à la physiopathologie, je rappelle que le muscle utérin, il est composé de deux parties. Il y a le myomètre interne que nous reconnaissons en imagerie, en IRM. Donc, on le reconnaît sur l'IRM comme étant cette structure qui est très hypo-intense. Donc, elle est noire sur les séquences. Donc ça, c'est le myomètre interne qui va constituer le tiers interne du muscle utérin et le myomètre externe qui va composer le reste du muscle utérin. Donc le myomètre interne, il sera responsable du péristaltisme ascendant pendant la période périovulatoire qui va faciliter la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovocyte. Le myomètre externe sera responsable des contractions desquamatives descendantes pendant la période périmenstruelle. Donc pour la physiopathologie, c'est une pathologie qui est multifactorielle, mais on ne sait pas encore pourquoi pendant l'endométriose, il y a ces mouvements, les contractions utérines vont devenir anarchiques et intenses, et ça va surtout toucher cette zone de liaison entre l'endomètre et le myomètre interne qui est l'archimètre. Donc il va y avoir les sutures qui vont lâcher avec une invasion par l'endomètre, donc une invasion endométriale dans le myomètre qui va constituer l'adénomiose. Donc, après, il y a la théorie du reflux menstruel, le reflux tubaire, donc, qui va expliquer les atteintes superficielles dans le péritoine qui vont partir plus en profondeur dans l'espace sous-péritonéal pour constituer l'endométriose profonde. Donc, c'est ce qui nous amène aux 4 spectres anatomocliniques de l'endométriose. Donc, nous avons l'endométriose utérine, qu'elle soit interne ou externe. Donc, c'est l'adénomiose qui sera responsable des dysménorrhées et de la ménorrhagie. L'endométriose annexielle, surtout ovarienne, qui va donner les endométriomes qui sont asymptomatiques, sauf s'ils sont volumineux ou compliqués d'un sursaignement aigu. L'endométriose péritonéale, c'est l'endométriose superficielle qui est responsable des douleurs pelviennes à recrudescence prémenstruelle de la dysménorrhée. Et enfin, l'endométriose profonde ou sous-péritonéale avec l'infiltration des ligaments utérosacrés et la musculeuse des organes, surtout la vessie et le rectum. Donc ça donnera des tableaux de dyspareunie profonde, de dyskésie, rectorragie et des symptomatologies urinaires à type de dysurie ou hématurie. Mais surtout, 20 à 50% des femmes atteintes de dysfertilité ont une endométriose sous-jacente et inversement, 30 à 40% des femmes qui sont atteintes d'endométriose ont une dysfertilité. Donc, c'est la première cause d'hypofertilité actuellement, d'où l'intérêt de cette journée du pré-congrès. Donc, ce que l'on va détecter non imagerie, donc l'atteinte superficielle, c'est l'apanage de la télescopie comme elle peut échapper à l'imagerie. Nous, surtout, on va chercher cette atteinte profonde sous forme d'une hyperplasie fibromusculaire qui sera localisée dans des territoires qui sont spécifiques, qui vont constituer le diagnostic, l'élément diagnostique essentiel en imagerie. Donc, l'atteinte superficielle péritonéale peut nous échapper. Nous, on va chercher les endométriomes ovariens et l'atteinte profonde, surtout sous-péritonéale, qui va prédominer dans le compartiment postérieur, mais aussi le compartiment antérieur. Je vais détailler tout ça par la suite. Donc, il faut savoir que si la patiente est symptomatique et algique, l'endométrium ovarien à lui seul ne va pas expliquer la symptomatologie de la patiente, il ne va représenter que la partie émergée de l'iceberg. Donc, dans ce cas, il faut s'atteler à vraiment chercher l'atteinte péritonéale et profonde associée. Donc, c'est pour cela que j'ai intitulé mon cours Imagerie sous-marine. Donc, c'est ce qui nous amène à l'échographie endovaginale, qui est l'examen de première intention. Mais en matière d'endométriose, il y a une petite technique qu'il faut connaître. Donc, si jamais on va faire une échographie pelvienne classique, donc on a tendance à enfoncer la sonde trop loin et aller regarder directement l'utérus et les annexes. Donc, dans ce cas, on verra très bien l'adénomiose et les endométriomes, mais on risque de passer à côté de l'essentiel de l'endométriose qui va se situer au niveau de ce triangle-là postérieur. Donc,
si on est sur une exploration d'une patiente chez qui on suspecte une endométriose profonde, il faut tenir la sonde plutôt d'une manière quasi verticale et cibler cette région postérieure. Donc là, on va essayer de détecter l'épaississement du torus utérin, l'atteinte des ligaments utérosacrés, l'atteinte du cul-de-sac vaginal postérieur et parfois l'atteinte rectale. Donc pour regarder la paroi du rectum, on va faire des mouvements d'aller-retour entre le canal anal et le cul-de-sac vaginal postérieur. Après avoir bien exploré le compartiment postérieur, donc on peut regarder l'utérus et les annexes de façon classique et à la fin de l'examen, il faut se redresser, remettre la sonde au niveau du cul-de-sac vaginal antérieur pour bien explorer ce récessus péritonéal vésico-utérin et chercher les implants endométriosiques au niveau du compartiment antérieur. Donc, pour résumer, les endométriums finalement ne vont constituer que la partie émergée de l'iceberg. Il faut vraiment s'atteler à chercher l'atteinte endométriosique profonde et ne pas enfoncer la sonde trop loin. Donc, sur l'IRM, je ne vais pas beaucoup détailler l'IRM, mais il y a une petite notion à connaître. Donc, le signal endométriosique, il est assez caractéristique en IRM. Donc, c'est un signal qui est très hyper intense, donc blanc sur les séquences qui sont pondérées en T1 et qui va s'estomper sur les séquences pondérées en T2. C'est ce qu'on appelle le shading. Donc, le signal endométriosique, il est quasi pathognomonique en IRM, donc on le reconnaît facilement. Donc, je commence par détailler l'échographie. Donc, je commence par l'endométriose utérine, c'est l'adénomiose. Donc, vous connaissez tous ce genre d'image avec des utérus qui sont joufflus, augmentés de taille. Dans le myomètre, il est le siège de stries hyperéchogènes et on peut avoir des images kystiques intramurales dans le myomètre. Si vous allumez le Doppler, vous allez tomber sur cette hypervascularisation dans le myomètre qui n'est autre que la réaction inflammatoire du myomètre à cette agression endométriale. Donc, sur les hystérographies, donc on va avoir la cavité utérine sur laquelle il va y avoir des petites images d'addition nodulaires qui ne sont que les cryptes glandulaires dans le myomètre, donc qui vont constituer des images d'addition sur les hystérographies. Donc, en IRM, le diagnostic d'adénomiose, il est facile. Donc, la zone jonctionnée que je vous ai montrée sur la première diapositive du cours, là, elle est vraiment épaissie. Donc, son aspect, il est hétérogène, elle est asymétrique. Donc, au sein de laquelle nous allons chercher ces spots, ces petits points-là blancs, ils seront en hypersignal T1 et T2, c'est des spots hémorragiques. Donc là, le diagnostic, il est facile, il s'agit d'une adénomiose utérine interne. Donc, je passe à l'endométriose ovarienne avec le fameux endométrium ovarien. Donc, dans l'aspect en échographie, il est très typique. Donc, il s'agit d'une formation kystique. Donc, elle va renforcer les échos en postérieur. Son contenu, il est fait d'un fin piqueté échogène homogène, très important, il est homogène. Parfois, on peut avoir ces petits sédiments hyperéchogènes, des clives qui vont correspondre à des cailloux sanguins dans les endométriums. On va allumer le Doppler, il ne va pas y avoir de vascularisation ni centrale ni périphérique au sein de ces lésions. Donc, en IRM, nous allons retrouver le signal endométriosique caractéristique qui est très hyper intense sur la séquence T1, qui va s'estomper sur la séquence T2, donc c'est un signal endométriosique. Et là, on retrouve ce petit caillou sanguin qu'on a déjà détecté en échographie. Donc là, le diagnostic, il est facile, il s'agit d'un endométrium ovarien. Donc, un autre exemple d'un endométrium ovarien, donc ici sur une échographie endovaginale. Donc là, on a l'ovaire droit qui est le siège d'une formation kystique dont le contenu il est échogène, homogène, c'est un fin piqueté homogène. Nous allons allumer le Doppler, il n'y a pas de vascularisation au niveau de la masse ovarienne. Et ici, nous avons cette petite formation tubulée qui correspond à une trempe. Sur l'IRM, nous retrouvons les mêmes constatations avec le signal endométriosique toujours spécifique en hypersignal T1 qui s'estompe sur la séquence T2 avec ici la petite trempe dilatée à côté. Il s'agit d'un hydrosalpinx associé. Donc, si jamais une patiente s'amène aux urgences dans une symptomatologie aiguë, donc vous savez que l'endométrium, finalement, il n'a pas beaucoup de chances de se tordre, étant donné que l'ambiance autour elle est inflammatoire. Donc, il faut plutôt penser à notre diagnostic, qui est le sursaignement aigu. Donc, vous allez tomber sur l'image d'un endométrium typique, sauf qu'au sein de l'endométrium, vous allez avoir un niveau liquide-liquide, ce qui va correspondre à un saignement aigu. Donc là, il faut plutôt mettre la patiente sur un traitement hormonal de blocage et la recontrôler.
le principal diagnostic différentiel de l'endométrium ovarien va se poser avec le kyste lutéal hémorragique. Donc là, notez les différences de l'aspect. La trame échogène du kyste lutéal hémorragique, là, elle est lâche et hétérogène, contrairement au kyste endométriosique, dont la trame elle est serrée et très homogène, uniforme. Donc ça nous permet de faire la part entre l'endométrium et le kyste lutéal hémorragique. Donc c'est l'aspect on dit enfilé de pêche, et c'est surtout le contrôle après qui va montrer les modifications au cours du temps du kyste lutéal hémorragique et attester de sa nature plutôt fonctionnelle. Donc là, je vous montre un petit défilement vidéo. Donc c'est une femme qui est porteuse de 2 endométriums, donc des endométriums ovariens bilatéraux. Là, j'ai un endométrium à droite et un endométrium à gauche. Donc si je vous dis que cette femme elle est vraiment gênée, n'est pas bien, elle a des douleurs pelviennes atroces, une dyspareunie, donc ces endométriums-là ne vont pas expliquer à eux seuls l'atteinte de la patiente. Et là, il faut chercher l'endométriose profonde. Donc cette image-là, elle n'est pas normale. C'est ce qui nous amène à l'endométriose profonde. Donc, elle va toucher principalement le compartiment postérieur, donc l'utérus utérin, les ligaments utérosacrés, le cul-de-sac vaginal postérieur, le rectum, la cloison recto-vaginale et à moindre degré le compartiment antérieur à partir du récessus péritonéal vésico-utérin. Donc, on peut avoir un envahissement de contiguïté de la musculeuse vésicale. Donc, je commence par le compartiment postérieur qui est le plus touché. Donc, en échographie, on aura ce genre d'image avec ce nodule ou cet épicissement qui est spiculé, hypoéchogène et hétérogène qui va se projeter sur la face postérieure de l'isthme, donc au niveau du torus utérin. Donc, ce nodule, il peut être le siège de quelques spots hyperéchogènes en rapport avec des logettes hémorragiques. Et là, nous avons quasiment une petite formation kystique qui est implantée sur le torus utérin, pardon. Donc, notez là aussi l'atteinte du cul-de-sac vaginal postérieur avec l'épaississement de sa paroi. Donc, l'IRM de cette patiente va retrouver les mêmes constatations. Donc, là, on est sur une coupe sagittale d'une IRM. Donc, l'utérus, la vessie en avant, le rectum et le sacrum en arrière. Donc, nous retrouvons l'épaississement du torus utérin sous la forme d'une masse qui est spiculée et hétérogène. Donc, cet épaississement peut envahir en arrière, comme c'est le cas de cette patiente, la musculeuse du rectum, avec là une atteinte du cul-de-sac vaginal postérieur. Et là, remarquez que l'épaississement du torus utérin va envahir de dehors en dedans le muscle utérin. C'est ce qu'on appelle l'adénomiose externe. Donc, cette adénomiose externe peut perturber les contractions et le péristaltisme ascendant du muscle utérin, ce qui va entraver la fertilité de la patiente. Donc, sur la coupe axiale, donc, on va retrouver la même chose avec l'utérus en coupe axiale au niveau de son isthme, l'épaississement du torus utérin, avec l'épaississement des ligaments utérosacrés. Généralement, il est asymétrique, comme chez cette patiente. Donc là, nous avons une atteinte du ligament utérosacré droit qui est plus importante que le ligament utérosacré gauche. Et en arrière, nous avons l'envahissement de la musculeuse du rectum. Donc, rappelez-vous de cette petite formation kystique que je vous ai montrée sur l'échographie de la patiente. Donc, nous la retrouvons sur les séquences de l'IRM, toujours avec ce signal endométriosique caractéristique qui est en hypersignal T1 et qui va s'estomper sur la séquence T2. Donc, c'est un signal endométriosique typique et c'est un implant endométriosique sur le torus utérin. Donc, un autre exemple, donc là, on est sur un utérus qui est plutôt myomateux, donc l'échographie peut-être sera un peu plus difficile, mais nous arrivons toujours à voir, surtout lorsqu'on est sur des échographies endovaginales. Donc là, nous détectons cet épaississement du torus utérin sous la forme d'une masse qui est spiculée, hypoéchogène, irrégulière, au sein de laquelle nous retrouvons ces spots hyperéchogènes hémorragiques. Et là, cette masse, elle est en train d'attirer vers elle l'ovaire. Donc, le corollaire en IRM, c'est ça. Donc, on a la masse avec la petite formation kystique hémorragique en son sein et il est en train d'attirer l'ovaire à son contact. Donc, sur la coupe axiale de cette même patiente, donc, nous retrouvons là l'utérus en coupe axiale avec l'épaississement du torus utérin qui est responsable d'une attraction et de l'ovaire droit et de l'ovaire gauche et du rectum en arrière. Donc, ça, c'est des images qui sont très caractéristiques d'une atteinte endométriosique profonde. Donc, chez cette patiente, j'ai essayé de reproduire cette même image en échographie. Donc là, on est sur un utérus en coupe axiale avec l'ovaire droit et l'ovaire gauche qui sont accolés sur la ligne médiane postérieure de l'utérus. C'est des images qui sont typiques d'endométriose profonde postérieure.
Donc, un autre exemple d'une patiente qui est porteuse d'un endométrium ovarien à droite. Là, on est sur une coupe axiale, sur une échographie endopelvienne. Donc, et nous remarquons très bien que les deux ovaires ils sont réunis en arrière de l'utérus, donc sur la ligne médiane postérieure en arrière de l'utérus. On retrouve ces dispositions sur cette coupe de l'IRM. Donc, c'est l'IRM de cette même patiente avec l'ovaire droit qui est porteur d'un endométrium et l'ovaire gauche qui viennent tous les deux s'accoler à la face postérieure de l'isthme utérin sur ce nodule endométriosique du torus utérin. Donc, toujours dans le compartiment postérieur. Donc, il ne faut pas oublier d'aller chercher les nodules endométriosiques au niveau du cul-de-sac vaginal postérieur. Donc, il ne faut surtout pas enfoncer la sonde là trop loin parce qu'on risque de passer à côté de ce genre de lésion. Donc, il faut les chercher et on peut s'aider aussi avec l'échopalpation qui va chercher la dyspareunie élective et on va tomber sur ce genre d'image avec des nodules endométriosiques qui ont la même sémiologie échographique au niveau du cul-de-sac vaginal postérieur. Et ça, c'est le corollaire donc, sur l'examen clinique au spéculum, donc le nodule endométriosique, là. Et je finis dans le compartiment postérieur par l'atteinte digestive qu'on arrive très bien à voir aussi sur les échographies endovaginales. Donc là, je vous montre une paroi digestive normale avec une musculeuse qui est continue et qui est régulière, donc elle est hypoéchogène continue et régulière. Et là, chez une patiente endométriosique, donc vous voyez la déformation de sa musculeuse à cet endroit-là par ce nodule endométriosique. Donc ça atteste de l'atteinte digestive associée. Donc, je passe au compartiment antérieur. Donc, on va changer l'orientation de la sonde. Donc, tout à l'heure, nous étions au niveau de cette partie postérieure. Là, on va se redresser et partir plutôt vers le cul-de-sac vaginal antérieur. On va très bien analyser ce récessus péritonéal vésico-utérin, chercher les implants endométriosiques à ce niveau et chercher l'invasion de la musculeuse de la vessie qui va signer l'atteinte du compartiment antérieur, comme sur cet exemple où nous avons un comblement du récessus utéro-vésical par un nodule endométriosique et qui envahit la vessie. Donc, sur l'IRM, nous aurons ce genre d'image avec le comblement là, du récessus vésico-utérin par un nodule endométriosique avec le signal endométriosique caractéristique dont je vous ai parlé. Donc, il est très hyper intense en T1. Donc, il y a aussi des atteintes urétérales. Généralement, c'est les urétères gauches qui sont plus touchés que les urétères droits, avec des dilatations urétérales en amont de nodules endométriosiques, comme chez cette patiente. Il ne faut pas oublier de monter et de regarder les reins en échographie. Si on tombe sur une dilatation urétérale, généralement, on va trouver des reins qui sont dilatés. Là, chez cette patiente, en l'occurrence, donc le rein, il est dilaté, et on a un amincissement, un important amincissement du parenchyme rénal. Donc là, ça témoigne de l'obstruction chronique avec une destruction du parenchyme rénal sur un nodule endométriosique urétéral gauche. En conclusion, l'échographie endovaginale va rester l'examen de première intention pour le diagnostic de l'endométriose pelvienne. Donc, l'IRM elle est indiquée soit en deuxième intention après l'échographie endovaginale pour la cartographie lésionnelle, pour une cartographie lésionnelle précise, soit de prime abord chez des femmes qui sont vierges, chez qui on ne peut pas faire les échographies endovaginales. Et toujours cette notion d'endométrium ovarien qui est rarement isolée et qui ne va représenter que la partie émergée de l'iceberg chez des femmes qui sont symptomatiques. Donc, il faut absolument aller chercher l'endométriose profonde. Donc, c'est à vous de plonger et de chercher l'endométriose profonde. Merci beaucoup. Merci, Eya. Merci. Merci, je te remercie vraiment du fond du cœur parce que tu fais partie d'une génération en qui on a vraiment beaucoup d'espoir. On met beaucoup d'espoir sur votre génération et tu ne m'as pas déçu, bien au contraire. C'est l'une des premières... c'est une jeune assistante, là, hein, Ferrata. Tous les jours, elle nous rend des services magnifiques. Et là, je ne m'attendais pas à cette qualité de... Est-ce qu'il y a des questions? Je vous remercie de votre conférence. Et je viens d'apprendre, après 40 ans d'expérience, le réflexe d'explorer le compartiment postérieur en redressant la sonde vaginale presque verticalement pour aller explorer plus ou moins facilement la région postérieure, les hétérosacrés, le cul-de-sac de Douglas et la paroi vaginale, la paroi rectale antérieure. Oui. Puis également le compartiment tout à fait antérieur en redressant de l'autre côté la sonde vaginale. Pour cela, je vous remercie énormément. J'ai
un petit commentaire sur comment on fait le diagnostic entre un endométrium et un kyste lutéinique hémorragique. Je pense que le Doppler est important pour la distinction entre ces deux entités de pathologie ovarienne. En effet, comme vous l'avez si bien dit, dans l'endométrium, il n'y a pas de vascularisation ni intra-endométrium, ni à la périphérie de l'endométrium. Il n'y a pas de vaisseau. Le Doppler est égal à 0. Le Doppler est nul. Par contre, dans un kyste lutéinique hémorragique ou non hémorragique, il y a une vascularisation préférentielle dans la périphérie sous forme de raquette. C'est une vascularisation extrêmement spécifique. Ça ne se voit que dans ce type de kyste lutéinique hémorragique. En plus, il y a l'hétérogénéité de kyste lutéinique hémorragique. Nous avons des caillots dans la formation, nous avons un versant liquidien, ce qui permet de les distinguer vraiment à l'aise. متفاهمين. Avec l'évolution, les caillots vont se dissoudre, il va y avoir un réseau de fibrines sous forme de cloisons très fines qui vont envahir le kyste. Ça va se dissoudre comme ça. Merci. Merci.